Merci d'être avec nous sur TV5 Monde, c'est l'heure de votre grand angle. Et un grand angle entièrement consacré au 2e anniversaire de la tragédie de Beyrouth. Avec nous pour en parler, Michel Pharaon, ancien ministre et ancien député de Beyrouth. Merci Michel Pharaon d'avoir accepté notre invitation. Avec nous également Karim-Émile Bitar, professeur de sciences politiques de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Et puis à suivre également l'édito de Slimane Zeguidour qui nous a rejoint sur notre plateau. Michel Pharaon, je me tourne tout d'abord vers vous pour commenter ensemble une actualité chaude, une actualité qui est arrivée cet après-midi avec ces images de ce silo qui s'est effondré dans le port de Beyrouth. On imagine que ces images ravivent toujours certaines émotions et mauvais souvenirs à la population. Qu'est-ce qu'elles vous ont provoqué, ces images de ce silo d'aujourd'hui ? Enfin, ce qui a provoqué plus, c'est la date du 4 août, qui est une date douloureuse, un très très grand drame, beaucoup de solidarité aujourd'hui, mais en même temps un point sur le blocage de la justice. Donc c'est vrai qu'on s'attendait à ce qu'une partie des silos tombe. Je veux dire, c'était un petit clou dans une journée quand même qui date de 2 ans de ce grand drame qu'on peut vraiment comparer à un des plus grands drames de l'humanité. Michel Pharaon, est-ce que cette restructuration du port de Beyrouth, vous avez hâte qu'elle se fasse pour justement effacer les stigmates de la double explosion ? Oui, on vit au Liban en fait dans plusieurs drames superposés. Donc on a les problèmes financiers, on a les problèmes sociaux et avec le besoin d'avoir un accord avec le FMI pour faire partir l'économie et en même temps aussi on va dire un drame potentiel institutionnel avec les élections présidentielles qui approchent et la peur que ces élections soient retardées. Donc ce qui fera vivre le Liban avec un gouvernement de transition qui n'est même plus constitutionnel. Donc, plusieurs problèmes, mais aujourd'hui, je pense que ce drame remonte à la surface. Comme vous avez dit, 220 morts, 6 000 blessés, 100 000 habitations détruites, des milliards, mais pas d'indemnité aux victimes, pas de justice. C'est ça le pire aujourd'hui, c'est que les familles des victimes qui demandent justice, l'acte d'accusation qui est bloqué par une paralysie, on va dire, due à des interventions politiques qui sont en train vraiment de paralyser le juge, enfin l'enquêteur qui est là et qui attend de faire son acte d'accusation, avec aussi l'impossibilité de faire des interviews avec des acteurs clés qui sont des anciens ministres ou des anciens chefs de sécurité, alors que les secrets ou bien les détails de ce drame appartiennent vraiment dans ces ministères. Donc des familles frustrées, beaucoup de tristesse naturellement, mais en même temps beaucoup d'émotions et d'indignation parce qu'il n'y a pas de respect des victimes en fait. Et on entend votre témoignage, Michel Pharaon. Alors après ces explosions, plus de 300 000 personnes également ont dû être déplacées. Et on l'a dit, la capitale libanaise est encore défigurée. Aujourd'hui, au bord de la faillite, l'État a peu participé à la reconstruction de la ville. Et ce sont les fonds levés par des particuliers et des ONG locales qui ont permis de redonner vie à des quartiers entiers. Reportage de Chloé Doma et Sophie Guignon. Regardez. 2 ans après l'explosion, les quartiers proches du port de Beyrouth sont toujours en chantier. En l'absence d'aide de l'État et des assurances, les Libanais ont dû se débrouiller seuls pour reconstruire. Édouard Bitar dirige une ONG locale qui a réhabilité plus de 700 logements. Tu as encore combien de portes à réparer? Il en reste 3 ici. Tu finis quand? Aujourd'hui, on pose les poignées. Pour reconstruire les 11 immeubles de cette zone résidentielle en respectant l'architecture traditionnelle, l'ONG a levé 1,5 million d'euros à l'étranger. Un budget inimaginable pour les Libanais qui vivaient ici.
Il y a plein de familles qui ne sont pas encore rentrées chez eux et on travaille tous d'arrache-pied pour le faire. Notre but et notre objectif, c'est d'amener chaque personne dans la meilleure manière possible chez eux après tout ce qu'ils ont enduré sur plus de 2 ans. D'ici la fin du mois, une centaine d'habitants devraient se réinstaller. Dans les rues voisines, la vie reprend timidement. Entre échafaudages et boutiques abandonnées, des commerçants comme Charbel Basile accueillent à nouveau des clients. Comment ça va le boulot? Il y a des hauts et des bas. Totalement détruite par l'onde de choc, cette cantine a été reconstruite grâce à la générosité d'associations et de particuliers, parmi lesquels l'acteur néo-zélandais Russell Crowe. C'est le parrain du restaurant. Le restaurant a explosé sur nous, on ne comprenait plus rien. On est resté fermé 4 mois et on a repris petit à petit. Au début, quand on a ouvert, il n'y avait personne. Ensuite, on a eu une table, 2, puis 3. Ça reprend. Malgré le traumatisme, de nombreux habitués sont de retour. On aimait déjeuner ici avant l'explosion et on y vient encore. Rien n'a changé. On a aussi recommencé à sortir le soir car on veut aller de l'avant et prendre soin de notre quartier et le faire vivre. À peine rouvert, le restaurant doit relever un nouveau défi. Continuer à préparer les spécialités libanaises, malgré l'envolée des prix des denrées alimentaires. Heureusement, cet été, quelques touristes européens viennent remplir la salle. C'est un endroit qui était recommandé par un guide que j'avais vu et j'ai vu qu'il a été fortement touché. Donc c'est pour ça que je suis venu et je ne suis pas déçu en tout cas. Face à une chute de plus de 50% du PIB, les autorités espèrent que la reprise du tourisme permettra une petite relance économique. Karim Émile Bittard, vous dites que les ONG portent actuellement à bout de bras le Liban, c'est-à-dire ? Absolument. Depuis l'explosion du port, les aides internationales passent par les ONG car les Libanais estiment que les autorités publiques estiment à juste titre que les autorités publiques sont trop corrompues pour gérer l'aide internationale. Donc les ONG portent ce pays à bout de bras, elles font un travail remarquable, mais il faut quand même admettre que cela n'est pas suffisant et que cela peut même être contre-productif, car il y a des services qui ne peuvent être assurés que par les structures étatiques. Il faut assurer des filets de sécurité sociale. Le Liban a besoin d'un État qui soit suffisamment solide pour protéger ses citoyens. Les ONG peuvent apporter des soins palliatifs, ils peuvent se substituer en période de crise à quelques services de l'État, mais ils ne peuvent pas remplacer un État. L'État est indispensable et les institutions doivent être aujourd'hui entièrement reconstruites. Eh bien justement, Karim Émile Bittard, qu'est-ce qu'il faudrait pour redresser le pays et donc avoir des institutions solides? C'est quoi la solution? Tout est à reconstruire au Liban aujourd'hui. C'est un pays dont la souveraineté est quotidiennement bafouée. C'est un pays dont le système économique et financier s'est écroulé du jour au lendemain. C'est un pays qui a besoin d'un nouveau contrat social, de refonder son système politique sur la citoyenneté et non plus sur les allégeances communautaristes comme dans le passé. Il faut donc espérer que de cette crise puisse émerger un électrochoc qui fasse prendre conscience à tous les Libanais de la nécessité de repartir sur de nouvelles bases et de ne plus s'appuyer sur les mythologies fondatrices de l'État libanais qui se sont avérées erronées. Slimane Zeguidour, votre édito du jour concernait justement ce pays, le Liban, qui depuis de nombreuses années, on y voit perdurer un sentiment d'impunité. Ces sentiments qui règnent dans le pays depuis de nombreuses années. Oui, on peut même dire que c'est instauré une sorte de culture de l'impunité. Or, c'est quoi l'impunité? Le contraire de l'impunité n'est pas la vengeance, mais la sanction juste qui permet d'établir les faits sur un débat contradictoire, de désigner les coupables quand il y en a, de les sanctionner, ce qui permet d'apporter une réparation morale et aux besoins matériels à la victime. Or, jusqu'ici, 2 ans après l'explosion de Beyrouth, les parents et les proches des 220 victimes et de 6 000 ou 7 000 blessés ne savent toujours pas ce qui s'est passé, n'ont toujours pas obtenu le droit de savoir ce qui s'est passé, mais pas seulement eux, les proches des 150 000 victimes de la guerre civile qui a eu lieu entre 1975 et 1990, les parents et les proches des milliers de disparus n'arrivent pas toujours à vivre normalement parce qu'il y a ce trou noir où ils ne savent pas ce qui s'est vraiment produit.
Pourquoi cela n'arrive pas à se produire? D'abord, il y a une privatisation de l'État par des politiques qui sont les anciens seigneurs de la guerre civile, soutenus par des hommes d'affaires. C'est cela une bonne partie de la classe politique libanaise. Or, tous ces gens-là ne veulent pas, redoutent la lumière. Et ce qui reste, c'est que le sentiment d'impunité détruit la société parce qu'il fait émerger l'idée que le crime peut payer. Et donc, ça peut inciter d'autres gens à user de la violence, sachant qu'il y a l'impunité au bout. Michel Pharaon, vous, en tant qu'ancien ministre et ancien député de Beyrouth, vous êtes d'accord avec Slimane Zeguidour, avec ce constat dans le pays depuis plusieurs années? Oui, en fait, on a une véritable crise, comme on dit, à plusieurs dimensions. Une des dimensions, c'est l'atteinte à la souveraineté. Vous savez, nous avons une milice aujourd'hui qui a des armes en dehors de l'État. C'est un des grands problèmes avec l'interférence de l'Iran au Liban, naturellement. Ceci est connu. On a la crise sociale, la crise financière, le besoin d'un accord avec les institutions financières internationales pour refaire partir le pays, et en même temps des blocages. Donc aujourd'hui, les victimes ont clairement demandé un comité d'enquête international parce qu'avec le blocage de la justice, même les banques libanaises participent au blocage parce qu'elles sont en faillite aussi. Donc il y a un blocage à plusieurs niveaux. On a besoin d'une élection présidentielle, d'un accord avec les institutions financières internationales, de réformes naturellement, bien sûr, dans un contexte régional très difficile puisqu'il y a véritablement des bras de fer qui se jouent à plusieurs niveaux. Et donc, s'il y a des déblocages régionaux au niveau de Vienne, etc., ils pourront arriver au Liban. Et sinon, il y a beaucoup de tensions. Mais quand même, malgré toutes ces tensions, on a affaire quand même à ce grand crime qui ne peut pas rester impuni. Et donc, ce blocage est véritablement ce blocage de la justice et de l'enquêteur est véritablement un scandale, pas seulement au niveau libanais, au niveau humanitaire. Karim Emile Bitar, je vous laisse le mot de conclusion. Il nous reste une vingtaine de secondes. Comment vous voyez les semaines, les mois à venir au niveau de cette enquête et puis au niveau notamment de la politique à mener dans le pays? Est-ce que tout va se jouer dans les prochaines semaines et les prochains mois? Il est absolument nécessaire de briser ce cercle vicieux, de sortir de cette culture de l'impunité, d'imposer la redevabilité, la reddition de comptes. Il est absolument scandaleux de voir des anciens ministres refuser de répondre aux convocations d'un juge pour être entendu comme simple témoin. C'est un affront à toutes les victimes. Et tant que ces anciens hauts responsables sont protégés par les membres de l'oligarchie au pouvoir, les Libanais ne pourront pas panser leurs plaies. La justice est un prérequis pour pouvoir panser ses plaies et reconstruire un Liban fondé sur la justice sociale, le développement économique et une souveraineté pleine et entière. Et votre message est bien passé, Karim Emile Bitar. Merci à vous d'avoir été dans ce grand angle. Merci à vous également, Michel Pharaon. Et merci à Slimane Zeguidour. Merci à tous les trois messieurs.